Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être restés. Vous avez fait le bon choix. Ce sera une conférence intéressante puisqu'on accueille aujourd'hui Jean-Régis qui vient de Juste, qui est une association à Marseille. Et je vais lui poser quelques questions. Moi, je m'appelle Hubert. Et je voulais commencer peut-être par te laisser présenter l'association Juste. Et peut-être une première question, une première orientation. Comment vous faites le lien à Juste entre urgence et idée de transformation sociale? Et est-ce que c'était cette idée qui a aussi guidé la création de cette association? Question de présentation. Ça marche? Oui, pardon, bonjour. Déjà, honnêtement, bravo pour tout à l'heure. C'est un peu difficile de passer après cet enthousiasme général, là. Donc, je vais essayer de rendre mon propos un minimum intéressant, donc n'hésitez pas à réagir. Et voilà, on est Marseillais, donc comme tous les Marseillais, on est hyper modeste et on a des ambitions intergalactiques dans tout ce qu'on fait. Et la création de Just, elle est intéressante. Alors on dit Just, pourquoi? Petit clin d'œil. Juste, c'est fait une référence quand même historique à la Deuxième Guerre mondiale. Et les Justes, pour nous, c'est quelque chose de très noble. Et donc, c'est Justice et Union pour la transformation sociale qui donne l'acronyme Just. Mais on dit Just parce qu'on aime bien se moquer un peu de nous aussi et ça nous décale un peu. En gros, très rapidement, déjà d'où je parle pour vous situer un peu, j'ai pas mal bourlingué. J'ai travaillé pour un centre d'animation de réfugiés politiques à Lyon, Pierre Valdo. Après, j'étais à Paris, j'ai travaillé pour le premier foyer mineur isolé enfants soldats avec France Terre d'Asile. Je me suis retrouvé à Nice et j'ai fait travail de rue, usage de drogue, prostitution. Je fais court. Hein. Après Marseille, insertion par le logement, mais tout ce qui est médico-social et les publics les plus précaires, prison, etc. Et après, on va dire la santé mentale alternative à Marseille avec Just, voilà. Et notamment, à travers moi et mes compagnons, on va dire, on porte le combat de justice sociale et de transformation sociale. Mais pourquoi? Ce que tu me demandais. En fait, avec des collègues psychiatres, travailleurs sociaux, avec qui on a fait le premier Housing First, les premiers squats thérapeutiques. Voilà, on avait déjà expérimenté pas mal de choses avec aussi toute la scène RDR. On en avait marre de voir l'argent détourné, pour être très clair, souvent par la PHM, l'hôpital public, quand on faisait ce qu'on appelait des projets innovants. Voilà. Et à un moment, on en avait tellement eu marre qu'on s'est monté en association, qu'on a commencé à 3, avec tout ce qu'on avait capitalisé comme expérience et notamment comme colère légitime. Et c'est bien de parler un peu de la colère, parce que trop souvent on parle de la bienveillance, de la bienfaisance, mais nous on est vraiment un pur produit de l'environnement, de la colère et de la lassitude, du sans-abrisme qui s'écroule. Et du coup, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes et on va le faire avec une approche ambitieuse de transformation sociale. Et qu'est-ce que ça voulait dire pour nous, de justice sociale? Ça veut dire qu'on le fait avec les personnes concernées. Moi, je viens de la santé communautaire et de l'usage de drogue, réduction des risques. J'ai fait de la santé mentale en psychiatrie alternative aussi. Et on a toujours vu que le savoir expérientiel, et vous pouvez être sensible à cette question, il est toujours traité à l'extérieur, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, en périphérie, il y a du savoir expérientiel, il y a des travailleurs pairs, mais il faut bien qu'ils restent à leur place quand même. Il ne faudrait pas qu'ils deviennent, les professionnels, qu'ils aient du pouvoir. Et quand on a monté Just, l'impact de la transformation sociale, c'est de faire avec les gens concernés directement, de faire des projets qui ont un intérêt pour eux et l'expression de leurs besoins, pas ce que je pense d'eux ou ce qu'il faudra qu'ils fassent pour se soigner, mais plutôt comment tu veux te soigner et de quoi tu as besoin. Et avec ça, on essaye de faire aussi de la recherche. Parce que du coup, comme on essaie de ne pas être idéologue et démago, on a comme principe aussi de parler à tout le monde. Donc on parle de la rue, le cliché du vieux SDF si vous voulez, au préfet de région. Et on considère que humaniser les rapports, c'est ça faire de la politique. C'est de sortir des relations clivantes qui disent « Ah, il y a les sachants, il y a les patients. Ah, il y a ceux qui sont bien, il y a ceux qui ne sont pas bien. » Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé, c'est qu'il faut créer des espaces du commun dans lesquels on casse les représentations et on fait de la mixité. Le truc, c'est que quand on dit ces mots, on n'en a pas fait un concept en l'air. On est passé à l'action. Et dans nos modes opératoires, je précède un peu la discussion qu'on a eue, on revendique aussi la culture de l'échec. La tolérance à l'incertitude et arrêter la performance, en fait, qui est une sorte de très capitaliste comme idée, quand même, la performance, l'optimisation, c'est des choses il faut justifier de l'argent public, mais à un moment, il faut arrêter. Et donc, à partir de 2015 à aujourd'hui, on s'est lancé dans des aventures qui sont... on a créé le premier lieu de répit en France. Donc c'est un lieu d'alternative à la psychiatrie sous contrainte qui est géré sans médecin, avec des travailleurs pairs qui sont des survivants de la psychiatrie et qui accueillent des personnes en crise
en autosupport, en santé communautaire, pour qu'ils puissent à un moment, pour qu'on puisse ensemble, dans la ville, en plein centre de Marseille, supporter une situation de crise sans qu'elle soit sanctionnée, sans qu'elle soit perçue comme criminelle, ou sans qu'il y ait un sentiment de mise en danger. Et sans les gens concernés, je le dis, on ne pourrait pas le faire. Et ça, c'est la base de notre principe, c'est l'alliance, en fait. Voilà. Mais après... Non, mais c'est super intéressant. Il y a peut-être un truc sur lequel je voudrais revenir, qui est peut-être des spécificités de Juste. C'est dans les publics après lesquels vous travaillez. Il y a notamment les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et il y a un lieu qui incarne un petit peu votre action là-dessus, c'est chez Jeanne. Est-ce que tu voudrais peut-être en parler maintenant et nous dire comment vous accueillez justement non seulement les personnes à la rue, mais aussi les personnes qui ont des troubles psychiques? Alors, pour comprendre pourquoi on s'est retrouvé dans l'affaire des lieux de vie, en fait, moi j'ai monté un projet qui s'appelle les régisseurs sociaux. Donc c'est un mot qui a été inventé avec Fatih Bouarwa de la Fondation Abbé Pierre à l'époque. C'était des travailleurs pairs qui étaient dans les équipes bénévoles, dans les squats, et qui se cramaient, mais peut-être comme vos bénévoles, j'en sais rien, voilà, et qui étaient fatigués. Et donc du coup, on a décidé en fait d'intervenir où étaient les gens, avec un principe qui vient de la grande précarité, une personne qui nous a beaucoup inspiré, la complexité, Edgar Morin, mais surtout, je vous invite à lire Furtos, les cliniques de la précarité, qui est un psychiatre qui nous a vraiment remis un peu de politique au cœur de notre action, et on a décidé d'agir en amont du travail social. Donc on a monté des équipes de régisseurs sociaux pour aller améliorer les conditions de vie en squat et bidonville. Pourquoi ? Parce qu'avant de faire remplir un dossier CAF à une personne, en fait, c'est peut-être bien de lui donner de l'eau et d'avoir les besoins primaires qui soient couverts. Avant d'accéder à un logement ou à une communauté Emmaüs, parce qu'on travaille pas mal avec les communautés Emmaüs, qu'est-ce qui se passe avant ? Eh bien, les gens ils se dégradent, ils sont en précarité, ils souffrent, ils n'accèdent pas. Et à la crise sanitaire, on s'est retrouvé à se mobiliser avec des acteurs complètement différents pour créer des lieux de vie comme on voulait le faire. C'est-à-dire des lieux qui sont tolérants, qui ne sont pas hygiénistes, qui ne sont pas sécuritaires et qui ne voient pas les gens comme un problème à gérer. Et chez Jeanne, c'est un des résultats de ces lieux de vie. On a été lauréat de l'Ami des grands marginaux qui faisait suite à la crise sanitaire et aux expérimentations en France. Et on a créé un lieu de vie en fait, pour 10 personnes, grands marginaux qui ne rentrent pas dans les centres d'hébergement classiques, avec des chiens, polyconsommateurs, avec des troubles psy. Et dans l'histoire, c'est qu'en plus, quand on fait ça, on a récupéré ça sur le patrimoine de la ville de Marseille. On n'a pas d'argent, en fait. Donc, comme on n'a pas d'argent, du coup, on est obligé d'être un peu intelligent et un peu... comment j'allais dire un peu renard, si je fais... voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on a convaincu la ville de nous donner une école qui était abîmée, qu'on a retapé avec les personnes concernées qui venaient de la rue et de 15 ans de parcours de rue. Et quand on est rentré dans cet endroit qui était un squat, là, c'était assez saisissant, à l'intérieur, il y avait une personne qui dormait dedans. Et du coup, moi, je me suis retrouvé en tant que responsable de devoir faire un choix très concret entre la loi, comment on fait là ? On va faire des chantiers, on va rénover, et il y a quand même un squatteur. Et moi, je vais mettre un squatteur à la rue pour accueillir des squatteurs après, pour qu'ils aient un toit sur la tête. Donc, on voit bien l'absurdité du système. Et du coup, avec l'équipe, on s'est dit, c'est ça, j'ai un côté médecin du monde, et on va être avant la loi, on va inventer un autre système. On a utilisé tout ce qui est l'occupation temporaire, l'urbanisme transitoire, toutes ces notions, pour justifier d'une expérimentation de chantier par phase qui fait que les gens habitaient là et on construisait quand même. Et on s'est entouré, et c'est ça qui est important, l'alliance, c'est que ce n'est pas nous tout seuls. On s'est entouré d'architectes, on s'est entouré d'autres copains associatifs pour le faire, et notamment Nouvelle Aube, qui est un groupe d'autosupport d'usagers de drogue, et Yes We Camp, qui n'a rien à voir, mais qui nous aide à créer des lieux, en fait, parce qu'ils ont une fonction métier. Et on a pu monter ce lieu, retaper le chantier, et maintenant, il y a 7 personnes qui vivent actuellement là-bas, polyconsommateurs avec des troubles psy, donc c'est quand même ce qu'on appelle des profils très lourds. Il y a ce qu'on appelle une agora qui décide des règles de vie ensemble, mais surtout de qu'est-ce qu'on fait de l'argent, comment on avance et comment on se dispute. Et notamment, on a, je vais vite, mais c'est un terme qu'on défend, nous on défend l'art de la dispute. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se comprendre. Il y a beaucoup de quiproquos. Vous l'avez évoqué dans les témoignages, les gens ils viennent de parcours différents et on travaille avec des gens traumatisés. Et donc, du coup, le trauma, c'est quand même de la violence et il se joue toujours quelque chose. Et le fait de supporter la dispute, de rester autour de la table, de trouver un consensus, une négociation, quelque chose, ça fait tenir nos lieux. Et le corollaire de ça qui est important, c'est que par contre, ils savent combien coûte le lieu. L'argent, ils décident de ce qu'ils peuvent faire avec l'argent, ensemble. Ils peuvent se tromper sur les choix qu'ils font. Et je finirai juste sur cette anecdote. Et dans ce lieu, il y a 7 chiens qui vivent. 7 chiens avec des tailles de chiens interdits normalement.
Et ce qui est génial, alors c'est pareil, parce que comment organiser des trucs comme ça sur la question du pouvoir. Moi, si j'avais fait le coordinateur, le chef, et qu'il avait posé une règle avec les chiens, je pense qu'on se serait pris un mur dans la gueule. Les experts pour la gestion des chiens, c'est eux quand même. Ils vivent avec leurs chiens depuis 10 ans, 15 ans. Ils savent très bien ce que c'est un chien, même s'ils sont parfois violents. Hein. Et ben en fait, c'est eux qui ont posé les règles de vie avec les chiens. Et je touche du bois. Maintenant, depuis 2 ans, tout se passe bien. Les 7 chiens cohabitent. On a parfois des petits bobos entre chiens, comme ça peut arriver dans n'importe quelle situation. Mais ça vient rajouter un truc. C'est eux qui ont décidé de comment faire vivre ces 7 chiens. Et comme ils ne veulent pas que les chiens meurent, comme ils ne veulent pas que les chiens s'attaquent, ils sont obligés de se parler. Et c'est franchement génial parce que d'un problème qui paraissait normalement dont on ne peut pas faire dans les centres d'hébergement d'urgence, accueillir des chiens, hein, et accueillir des chiens de catégorie 1, 2 et 3, là, finalement, quand on ouvre la porte et qu'on fait confiance, les gens, ils ont des compétences, mais il faut vraiment le faire. C'est-à-dire que là, le retour d'expérience qu'on peut faire, c'est qu'il faut se lancer. Il ne faut pas faire semblant, en fait. Il ne faut pas créer de fausses règles, en fait, sur des trucs comme ça. Alors, il y a plein de choses... Si ? Ok, pardon. Il y a plein de choses, je pense, qui sont super inspirantes pour les acteurs du mouvement qui sont là aujourd'hui, que tu as dit. Donc, je voudrais juste reprendre un petit peu. Vous avez commencé par créer un nouveau métier, les régisseurs sociaux, pour intervenir directement auprès des personnes dans les squats. Et après, vous avez aussi créé des lieux où les personnes peuvent venir. Donc, c'est vrai qu'à Emmaüs, il y a aussi, je crois, avec les communautés, les chantiers d'insertion, une approche un petit peu intégrée de la solidarité où les personnes sont dans des lieux de vie et de travail. Mais on a aussi Emmaüs Solidarité qui fait des maraudes, aussi SOS Famille avec peut-être une approche un peu plus avec la personne, pas nécessairement dans une communauté. Mais à la fin, tu parlais des règles. Et nous, hier, on a eu des ateliers sur la réduction des risques et la mise en place de règles en commun. Et en fait, ce qui, moi, m'intéressait, c'était... Il y a des personnes pour lesquelles ce n'est pas forcément possible ou facile de vivre en communauté. Et donc, comment vous articulez ça ? Le fait, d'une part, de créer des lieux, que ce soit des espaces où les gens puissent vivre, se retrouver, et aussi aller chercher les personnes qui sont peut-être plus éloignées de ces lieux. Et comment vous associez ces deux démarches, aller vers les gens et aussi les faire venir dans des lieux ? Nous, on a une réflexion, c'est en fait, on ne croit pas à l'accès, à l'égalité de l'accès. Vous l'avez vu, il y a des gens qui disent j'ai eu la chance d'être à Emmaüs, de devenir compagnon. À Marseille, c'est 16 000 personnes à la rue. Globalement, un nombre de places en hébergement, c'est entre 6 000 et 9 000. Je rajoute sur les migrants, sur la SPADA, en fait, du coup, il y a 5 000 et quelques personnes qui sont inscrites dans les démarches d'asile à Marseille. Il y a à peine 3 000 places d'hébergement. Donc nous, à notre niveau, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas créer des lieux qui vont pouvoir accueillir des gens qu'on va aller chercher très loin. Donc nous, on a fait l'aller vers. Donc l'aller vers, c'est quoi ? C'est intervenir avec les notions de besoins primaires en disant le temps qu'il se passe quelque chose pour toi, on évite que tout se dégrade et on refait du lien. Et là, vous l'avez parlé, mais cette question du lien, pour nous, elle est essentielle parce qu'elle est politique. C'est-à-dire qu'en gros, on rend visible en fait, des bidonvilles. En fait, on rend visible des squats parce qu'on connaît les gens, on peut les défendre et on va les défendre en préfecture après. On va ramener des associations de la santé à l'intérieur. Et pour les gens, c'est un début de dignité, mais c'est déjà un premier début de reconnaissance et un début de reconstruction sur l'idée d'exister. Mais on le fait avec une notion très low-tech, basse-œil. On fait du bricolage avec eux et on ne fonctionne que sur invitation. C'est-à-dire qu'on ne vient pas leur expliquer ce qu'il faut faire, on vient leur demander s'ils ont besoin de quelque chose et on donne de l'information. À force de connaître ces gens-là, on tisse des liens dans la ville, on se recroise et c'est ce qui nous a amené à créer les lieux. Et dans les lieux qu'on crée, en fait, ce qu'on fait toujours en coopération d'acteurs, au début on a appelé ça la conciergerie sociale et solidaire, c'est qu'en fait on trouve des lieux du patrimoine de la ville, on demande à le prendre, on met la pression aux élus politiques pour qu'ils nous le donnent en occupation temporaire parce qu'on n'a pas d'argent et qu'on ne veut pas investir sur 25 ans, nous. Ça nous paraît pas possible. Et après, on s'entoure d'acteurs associatifs ou de collectifs, d'autosupport, pour faire vivre le lieu ensemble. Et on définit comment on va vivre ensemble. Mais surtout, qu'est-ce que ça raconte du public, ta question ? C'est qu'après, les acteurs associatifs ou les collectifs ramènent les gens qu'ils connaissent. Et donc, on est dans cette pensée, vous savez, action locale, pensée globale. Nous, on défend l'idée de ne pas aller chercher très loin ce qui est déjà à côté de chez toi. Et travailler sur cette idée, en fait, c'est là, c'est à côté déjà qu'il faut commencer à avoir un impact. Ça retisse du lien avec les riverains, ça retisse du lien avec les voisins. Et dans ces expériences de lieux, là, pour vous dire, en gros, depuis 2019, on a créé 250 places d'hébergement temporaire. Et sur les 250 places d'hébergement temporaire, il en reste 150 toujours actives actuellement. On nous a reproché de faire du temporaire, par exemple, en disant « mais c'est inacceptable, vous ne vous rendez pas compte ». Nous, on a dit non, la crise, déjà, c'est agir, éviter que ça s'écroule.
Et la deuxième chose, là, je renvoie au travail social. Toi, travail social, tu n'as pas honte de mettre des gens à l'abri dans un hôtel pour 2 semaines en pensant que c'est ça le travail qui est fait? Nous, on a des occupations temporaires où on construit avec l'agent. Ils payent leur chambre. On fait des chantiers solidaires. Nous, on n'a pas de bénévoles, mais c'est, comment dire, les gens, on travaille ensemble. Comme disait ma grand-mère, c'est l'huile de coude. Un peu, on y va. On ne va pas attendre une consommation aussi de l'hébergement d'urgence. Donc, du coup, pourquoi ça marche? Parce que c'est des gens qu'on a rencontrés dans la rue, que je connais. Ou l'association Nouvelle Aube, c'est des gens... Nouvelle Aube, l'anecdote qu'on raconte souvent quand on a fait la première expérience, c'est qu'on a réuni Yes We Camp, du coup on disait les bobos parisiens, avec les punks à chiens de Nouvelle Aube pour faire un lieu de vie où on a accueilli le pire du pire. Et en fait, tout s'est bien passé parce qu'on avait comme principe de faire la fête. C'est un peu ce que j'entendais tout à l'heure. Et pour vous dire un peu le retour d'expérience dans tous les lieux qu'on a montés depuis, il y a un lieu qui s'appelle l'Auberge Marseillaise, où on est 9 associations à intervenir dans le lieu. Il y a une cuisine solidaire où les gens peuvent se faire à manger. Il y a un jardin à l'extérieur. Il y a des enfants. C'est un lieu pour femmes avec ou sans enfants. Mais il y a des usagères de drogue, il y a des prostituées. Tout le monde cohabite à l'intérieur. Et il y a une agora qui permet de piloter un petit peu le projet et de redéfinir un peu ce projet. Voilà, je suis en train de... Et du coup, on a fait d'autres lieux comme ça. Voilà. Okay. Non, mais c'est super intéressant. Donc, dans votre approche de ne pas imposer l'aide aux gens, du coup, ça repose sur le fait qu'ils soient informés de la possibilité de l'aide par le lien que vous tissez avec eux. Tu as aussi parlé du lien avec les riverains, les autres associations, le fait d'être dans un tissu un petit peu. Et je reviens sur la question des règles, parce que hier, je crois, c'est Emmaüs Toulouse, au début de leur livret pour présenter les règles, ils expliquaient l'importance de ces règles, et on pourrait dire que c'est une façon de prendre soin et aussi de conserver le lien. Et un petit peu concrètement, comment est-ce que vous décidez de ces règles avec les personnes accueillies? Comment elles ont été mises en place? Et comment est-ce que vous faites en sorte de... c'est aussi des personnes qui sont en grande difficulté, donc comment vous arrivez à garder quelque chose d'horizontal? Comment vous mettez en place des règles dans vos lieux de vie avec les personnes? En fait, il n'y a pas d'horizontalité. C'est là où je reviens sur la dispute. L'horizontalité, c'est un souhait, c'est un concept. Moi, j'ai du pouvoir. La personne, elle doit subir quand même une relation. Et notamment, quand on discute avec les gens qui ont un parcours d'exilé, ils le disent. Je suis obligé de m'adapter à ce que tu me proposes, en fait. Mais si tu me demandes vraiment ce que je veux, j'ai pas toujours envie de manger des légumes bio, tu vois, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on a eu un débat à l'auberge. Yes We Camp, ils ont fait une cuisine bio, écolo, super bien pensée. Et on a toutes les familles roms qui ont débarqué avec les Nigérians. Ils ont, mais moi, je veux du poulet frit, quoi. Tu vois, sinon, ça va pas le faire, en fait. Et c'est là où l'exercice de la règle et du pouvoir à définir ensemble, il existe. C'est que on s'est adapté, en fait. Du coup, on a créé l'espace en disant, OK, comment vous voulez, qu'est-ce qu'on cuisine ensemble? Et c'est là où, quand on dit comment adapter une règle, nous, la règle, on dit qu'on la construit ensemble avec une approche itérative. C'est-à-dire qu'en gros, on fait ce truc un peu essai-erreur. On prend une règle, on la teste, 1 mois ou 2 mois après, on a le droit de la changer. Et on est dans la logique anti-projet. C'est-à-dire qu'on est tous formés avec l'école à avoir... On a calculé tous les risques, on a écrit le projet, j'ai 20 pages bien rédigées, tout est écrit, on a tout pensé. Mais dans la vie, dans la vraie vie, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Remettre du lien et de l'humain, c'est remettre un peu de poésie et de bordel quand même, tu vois, dans ce chaos. Et les gens, ils changent, ils ne sont pas d'accord, ils ont besoin de tester. Et dans ce qu'on crée comme lieu de vie, notre tension, c'est pour ça qu'on est à plusieurs acteurs, c'est que c'est possible parce qu'on est toujours sous le regard de l'autre. On ne décide pas tout seul, donc on peut renégocier. Mais c'est aussi parce qu'on est plusieurs qu'on peut tester plusieurs choses. Et ça, c'est un peu une invitation à Emmaüs France, à Emmaüs International. Je pense que vu la crise actuelle, je place mon petit truc là quand même. Nous, on aimerait bien travailler avec vous aussi, de vous amener à sortir et faire d'autres types d'alliances. Parce qu'on vous trouve puissant, vous avez une histoire et vous nous avez toujours aidés. Enfin, je remercie les compagnons de Marseille, mais dès qu'on a besoin de matelas, dès qu'on a besoin de matériel, ils répondent présents. Quand il y a des manifs, ils sont là et tout. Mais en gros, aujourd'hui, l'expérience de Just, c'est les alliances. Les alliances, c'est pour trouver d'autres types de réponses, pour avoir un terrain de jeu qui n'est pas le terrain de jeu. En gros, la normopathie, c'est ce qu'on dénonce en santé mentale. C'est qu'on voudrait que les gens qui délirent deviennent des gens normaux. Mais c'est quoi quelqu'un de normal? Dans votre entourage, dans votre vie, vous avez eu des crises, vous avez eu des divorces, vous avez eu des décès, vous avez souffert. Enfin, il y a un moment, il faut sortir de cette logique de réparer les autres. Moi, je serais bien, l'autre serait pas bien, et je le mets à l'asile, et on le répare, et après, il va dans la vraie vie. Nous, on défend que la vie, c'est la ville. Et donc, du coup, c'est plus ensemble. Créons du lien et créons des aventures, créons des expériences communes,
acceptons de se tromper. Nous, il y a des projets qui n'ont jamais marché. Pour un projet qui réussit, on en travaille sur 10. Mais quand il y en a un qui marche, ça fait du bien parce que ça fait une histoire commune. Et face aux politiques un peu radicales qui arrivent, très réglementaires, très standardisées, je peux vous dire que redonner un peu d'erreur là-dedans, donc d'humanité, bah c'est ce qu'on appelle chez moi la pédagogie. Je viens de l'éducation populaire. C'est que, je vais poser la question autrement, mais c'est comment créer un espace-temps où on peut apprendre. On a l'impression que tout est rapide et qu'il faut systématiquement que les personnes soient réparées, corrigées. Mais en fait, peut-être il faut 2 ans pour progresser. Peut-être qu'il faut 3 ans. Voilà. Non, mais on va... Je suis bavard. C'est génial que tu sois bavard et je voudrais qu'on reparle après du climat répressif et la question de la lutte. Mais juste avant, tu disais que voilà, il fallait ni imposer l'aide aux personnes, ni non plus les exceptionnaliser, les faire passer pour des fous, etc. Et au final, c'est des personnes qui ont des problèmes, il faut les accompagner et il faut les écouter d'abord. Mais tu disais aussi quelque chose qui fait peut-être moins consensus ici à Emmaüs. Tu disais que finalement, c'est une illusion. Enfin, toi, tu disais que tu avais du pouvoir et que donc l'idée aussi de co-construire, etc., bah, avait ses limites, etc. Et je pense que Emmaüs, c'est un mouvement aussi qui repose au moins dans l'idée, sur l'idée de rendre du pouvoir aux personnes qui sont aidées. L'activité économique repose sur les compagnons. C'est Lucie Coutaz qui dit au premier compagnon de venir l'aider à aider. Et donc, bah, peut-être que ce que tu as dit dans la salle pourrait faire réagir. En tout cas, moi, ça me fait réagir. Et je voulais savoir, tu parlais de la progression. Est-ce qu'à un moment donné, les personnes aidées peuvent devenir les personnes aidantes? Et comment elles peuvent aussi prendre leur part à la construction de l'alternative? Bah, très concrètement, voilà, pour Just, c'est important. On parle de travailleurs pairs, de médiateurs de santé. Hein, on vient de cette culture-là. Les régisseurs sociaux, c'est tous des gens qui ont un parcours expérientiel. Donc, vous allez sur notre site, on a fait une sorte d'enquête pendant 1 an et demi sur l'impact. En fait, on a construit un métier où moi, et d'ailleurs, vous ne me connaissez pas, moi je parle bien, je suis là, mais vous ne connaissez pas ma vie, en fait. Vous ne savez pas ce que j'ai pu avoir comme parcours. Donc, c'est là où il faut un peu faire attention ouais, mais on a des gens qui ont des parcours de rue. En fait, Patrick, le premier régisseur social, il le dit ouvertement, il fait une sorte de coming out là-dessus, mais il a connu la rue, la psychiatrie, le squat, et aujourd'hui, il est régisseur social. Et aujourd'hui, il travaille avec JR, moi, et on connaît le salaire l'un et l'autre, il sait tous les budgets, et moi, j'ai quand même du pouvoir, hein, c'est moi qui organise l'activité, mais j'organise l'activité avec Patrick et les autres régisseurs sociaux, et eux, ils ont du pouvoir envers moi, parce que moi, je suis redevable, et ils surveillent ce que je fais. Et on commence toutes les semaines avec une réunion d'organisation du travail, très pragmatique, qui nous permet en fait de réguler en fait tout ce qui se passe. Et on a une deuxième fonction, c'est on est open source. C'est-à-dire tout doit être su. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de tout dire, mais ça veut dire qu'on est quand même sous le regard les uns des autres par solidarité et entraide pour notre bien-être et notre santé mentale, parce que bosser en squat, bidonville, auprès des personnes traumatisées, c'est usant quand même, hein, il ne faut pas perdre ça de vue. Et donc on a besoin de sentir la communauté, mais pour sentir la communauté, on a besoin de parler de son savoir-être et son savoir-faire. Et donc tout le monde connaît que moi j'ai une fille qui est autiste et que de temps en temps elle fait une crise et je dois partir et tout le monde me laisse partir au moment où je dois y aller pour m'occuper de ma fille. Mais à la redevabilité, c'est que Patrick ou Arnaud ou d'autres a lieu quand ils doivent s'occuper de leur santé, ils partent quand ils veulent. Et notre horizontalité, elle se traduit plutôt charge et responsabilité. Tu organises ton travail en autonomie, tu es redevable au collectif et tu as le droit de te tromper. Et on corrige. Par contre, ça demande tout le temps c'est de communiquer et corriger et accepter qu'il y ait une erreur, mais elle doit être sue par tout le monde. C'est pas moi, le coordinateur, le chef, qui vais faire un entretien individuel pour recadrer quelqu'un. Voilà. Merci beaucoup, c'est super intéressant sur l'expérimentation. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est dans l'ADN d'Emmaüs, d'essayer des choses, de reprendre, de corriger. Et tu parlais du lien avec les autres associations, de l'idée d'alliance, qui se concrétise du coup par les partages de bonnes pratiques. Mais tu parlais aussi de l'illégalité dans laquelle vous étiez parfois dans vos actions, notamment avec les squats. Et comment construire des alliances face à un système répressif, dans un climat répressif, quand on fait des actions illégales, qu'on aide aussi parfois des personnes qui sont dans l'illégalité. Quelle serait l'importance du lien avec les autres associations et pour construire des résistances pour défendre les personnes que vous aidez? Alors,
J'essaye de synthétiser un peu tout ça, c'est compliqué. Je te pose trop de questions à la fois. Non, mais en fait, la question de l'illégalité, pour nous, on ne le perçoit pas comme quelque chose d'exotique et romantique. Donc on l'a pris de manière pragmatique à l'anglaise en disant, bon, il faut trouver un terrain d'action sur lequel on agit. Et pour ça, moi, je viens de Médecins du Monde. Je suis aussi membre de Médecins du Monde du Collège PACA. J'ai beaucoup pratiqué dans la RDR la notion de limite de la loi. Et j'aime bien ce terme que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est que parfois, il faut être avant la loi. Et donc, c'est la question des prises de risques. Et donc, nous, ce qu'on a comme retour d'expérience qu'on peut partager avec vous, quand on veut y aller, eh ben, autant pas y aller tout seul et autant s'entourer de copains. Et quand on s'entoure de copains, autant avoir des gens avec qui on partage un objet commun. Et l'ambition d'une prise de risque, toujours, elle n'est pas parce que c'est sympa et qu'on trouve ça chouette. Il faut que ce soit politique. Ça veut dire que prendre des mètres carrés et lutter contre la vacance immobilière, on le fait parce qu'on dénonce les hôtels d'urgence et les conditions de vie indignes des personnes. Mais on ne veut pas faire de l'habitat transitoire. Il faut que les gens accèdent à un logement. Et donc on a un plaidoyer politique et on va le défendre. Et dans ces lieux de vie, ce qu'on va défendre, c'est que la capacité d'agir des personnes, c'est que les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir parfois des éducateurs. Ils ont juste besoin d'avoir un toit sur la tête et s'organiser et bien manger. Et après ça, on s'infiltre dans toutes les à la ville, auprès des élus. On fait en sorte d'être dans le travail social aussi. Et on prend la parole et on construit aussi avec les pouvoirs publics. On prend une partie de leur argent sur l'hébergement d'urgence pour expérimenter. Et on le fait jamais tout seul. C'est-à-dire qu'en gros, Just, par exemple, on crée l'auberge marseillaise. Mais moi, je n'ai pas le budget. C'est Yes We Camp qui a le budget et qui redistribue l'argent aux autres. Quand on vient de créer 2 lieux de vie, No Cavagnac, il y a un bâtiment de la PHM qui a été mis à disposition, un bâtiment de la ville. La ville a même décidé de faire l'expérience avec nous de transformation des pratiques. On ne touche pas l'argent. C'est quelqu'un d'autre qui a l'argent. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un système un peu vertueux qui fait que quand on parle, on ne peut pas nous reprocher d'être à toutes les places. On ne peut pas nous dire « Ah, mais tu fais ça pour ton propre intérêt ». Et c'est ça qui nous a donné de la crédibilité dans l'action. Et après, il y a une dimension très forte que je peux témoigner, c'est que par contre, moi, je passe beaucoup de temps à dialoguer à la dette, à la préfecture, à la ville, au secteur interassociatif. Et ça, souvent, c'est sous-estimé. Et il y a une deuxième chose qui est sous-estimée, c'est aussi les journalistes, les médias, témoigner, rendre visible, ouvrir, pas parler à la place des gens, ou en tout cas, si on doit y parler, avoir un propos de lutte. Là, actuellement, à Marseille, il y a 40 jeunes, en fait, qui sont dans un kiosque et qui réclament leurs droits, qui squattent le kiosque de la ville de Marseille, en haut de la Canebière. Et c'est aussi une fierté parce que ce collectif s'est créé dans un lieu qu'on a ouvert qui s'appelle Le Grain, qui est une sorte d'accueil de jour lieu ressource pour des jeunes mineurs isolés, qu'on a fait en multi-acteurs aussi. Donc voilà. Et dans ce lieu, la politique, ça a été de leur dire comment vous voulez vous organiser. Ils sont montés en collectif et maintenant ils s'organisent en collectif. Ils sont en train de défendre leurs droits. Ils font des campements et ils parlent à la préfecture. Et nous, on ne fait que les soutenir en fait et amener de l'information, amener un peu de logistique et prendre les coups à leur côté aussi de temps en temps quand il y a de la répression policière. Voilà, ça arrive. Et voilà, pardon. Vous êtes intimidants tous là. Ok, merci beaucoup. Et dernière chose, peut-être avant qu'on prenne des questions, on a encore un peu de temps. Tu parlais de l'innovation et de l'idée que vous acceptiez l'échec. Et ce que je trouvais bien, c'est que dans le rapport d'activité, il y a notamment 3 pages qui sont consacrées à un projet qui a échoué, qui était un projet, je crois, d'application, les ailes mentales, pour aider les personnes qui ont des troubles psychiques. Et comment vous avez réussi quand même à garder des choses de ce projet qui a échoué? Pourquoi ça a quand même été utile, cet échec? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, pour nous, ce qui compte, c'est quand même l'aventure, l'expérience et la rencontre humaine. C'est que les ailes mentales, en fait, rapidement, on a développé une méthode qui s'appelle l'open dialogue, le dialogue ouvert, qui est une méthode de soutien en santé mentale, en situation de crise. Alors, dialogue ouvert, vous voyez le concept. En fait, on parle à la personne concernée quand elle est là, et on parle à 2 ou à 3 de comment on peut faire, comment on ressent les choses. Et c'est vraiment du soutien classique, santé communautaire, mais c'est pour les situations de crise en santé mentale. Ça, voilà, l'open dialogue. Dans ce cadre-là, ils ont fait une appli qui s'appelait Elle Mentale, pour comment on touche les gens qui n'habitent pas en ville, qui ne peuvent pas rencontrer les équipes mobiles, comment on crée des outils qu'on invente et qu'on essaye. Et ça a été une super aventure qui s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée parce qu'en fait, on n'a pas réussi à trouver assez de financement pour continuer.
Mais par contre, ce que ça a produit, c'est que tous les gens qui ont travaillé là-dessus retravaillent en fait avec nous dans différents dispositifs ou ont pu rencontrer des collègues associatifs. Et en fait, on voit qu'il y a une sorte de diffusion que les personnes qui parfois expérimentent avec nous les aventures, ça s'arrête, ils partent faire quelque chose, puis ils reviennent, ou ils trouvent en fait un travail dans une autre asso, ou ils trouvent un autre projet. Alors, j'aime pas toujours le mot essaimage, mais voilà, ça fait des rebonds un peu. Et c'est plutôt ça. Et donc, du coup, nous, on est contents parce que ça a eu de la valeur. Souvent, on oublie la valeur humaine. On est beaucoup dans les résultats, mais je glisse ça. La question de la valeur des expériences. On a fait Saint-Basile, premier CADA autogéré avec des réfugiés. On a fermé Saint-Basile. En gros, c'est un squat qu'on a régularisé avec un collectif d'exilés, à leur demande. On a négocié avec l'établissement public foncier d'une occupation légale. On l'a fait avec nos savoir-faire de sécurisation. On est allé chercher une association pour prendre le bail, parce que nous, on est trop petits, un peu trop punk pour eux. Et donc, on avait une bonne association qui avait de l'argent. Puis, il faut de l'argent quand même pour prendre un bâtiment. Il y a des contraintes. Il faut faire les choses correctement. Et on a fait une occupation légale pendant 9 mois qu'on a appelé un CADA autogéré, où, à l'intérieur, c'est une association de réfugiés où on peut être membre de l'association que si on est réfugié. Donc, c'est vraiment, moi, ce que j'appelle un autosupport. Et ils ont organisé la vie collective. Et il y a 80 personnes qui ont été mises à l'abri. Et de ça, en fait, l'association, on a démontré 2 choses. C'est qu'on a rendu les clés au 31 mars comme on s'était engagé. Nickel. On a même pu faire inaugurer ça avec le préfet à l'égalité des chances, les élus et tout. Donc, ça nous a donné des réseaux et de la crédibilité pour la suite. Et ça nous a permis d'ouvrir d'autres lieux. Donc, l'expérience, elle a servi. Et là, quand même, je vais le dire, mais par contre, il y a une honte terrible, c'est Adoma. Je ne sais pas si vous avez des Adoma, vous voyez ce que c'est Adoma ? Ouais, dites-leur que c'est quand même des bons enfoirés, quoi, des moments. Parce que Adoma, le 31 mars 2023, on rend les clés. Aujourd'hui encore, le bâtiment en plein centre-ville, où tout se passait bien, les voisins étaient contents, enfin, on avait vraiment un truc idéal. Ils n'ont toujours pas fait de travaux, en fait, dedans. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut dénoncer, c'est les mauvaises pratiques immobilières de la vacance. En fait, on s'est rendu compte qu'Adoma a voulu récupérer son bâtiment parce qu'il a un principe de patron propriétaire, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, et que malgré le fait qu'on ait eu une expérience positive, ils nous ont quand même pas permis de continuer l'expérience, mais ils n'ont toujours pas déclenché les travaux 2 ans après. Et vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont cassé les escaliers et les lavabos pour pas qu'on puisse revenir le squatter. Donc ça, c'est de la spéculation. Et c'est un modèle qu'il faut arrêter à un moment. Il faut pouvoir utiliser les mètres vacants, et on peut les utiliser en bonne intelligence. Et d'ailleurs, on a fait la démonstration d'avoir respecté nos engagements. Ça nous a permis de créer d'autres lieux. Donc voilà. Mais je tiens à dénoncer quand même les pratiques d'Adoma. Son président est très bien. Et pour l'anecdote, on s'est rendu compte que le problème ne venait pas des présidents, mais venait des chargés du patrimoine qui avaient une vision pas très collaboratrice et qui mentaient en fait sur les rapports. Voilà. Mais alors, est-ce que ça implique pas de dépasser le pensée globale, agir local dont tu parlais avant ? Parce que tu parlais du plaidoyer de terrain que tu faisais auprès des élus, à créer du lien, etc. Et là, finalement, ce que tu décris, c'est un problème finalement qui concerne une logique qui dépasse un peu Juste. Et donc, quelle place pour le plaidoyer à Juste ? Quelle place pour le plaidoyer dans d'autres mouvements ? Ça devrait être quoi, peut-être, le rôle de fédérations plus puissantes comme Emmaüs France dans le plaidoyer ? Moi, je pense que en fait, c'est un peu une forme de polyphonie qu'il faut défendre aujourd'hui. On est sur une société complexe, il ne peut pas y avoir une solution. En fait, il faut démultiplier des solutions et des expériences et reprendre du pouvoir, en fait. Et pour prendre du pouvoir, il faut des mètres carrés quand même pour jouer, quoi. Parce que du coup, si on n'a pas de mètres carrés, aujourd'hui, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de terrain de jeu. Et donc, c'est là où plus on est nombreux, et c'est ça mon invitation à Emmaüs, à tenter de vouloir faire des expériences, à dire, mais en fait, là, la spéculation immobilière, c'est aussi la fin de l'ascension sociale. Enfin, en gros, plus personne accède à un logement. Enfin, je ne sais pas comment vous faites. Les étudiants qui dorment dans leur voiture, il y a un moment, il faut quand même aussi se dire que pour défendre les personnes sans abri, il faut aussi éviter que les personnes elles tombent à la rue, quoi. Enfin, tu vois, et il y a un moment, on n'arrive pas à penser tout ça. On nous a éduqués avec une logique de silo. Donc nous, on a un référentiel, c'est la pensée complexe d'Edgar Morin. Alors mais quand même, ça veut dire la complexité, c'est apprécier l'idée qu'il faut travailler plusieurs solutions en même temps. Et sortir d'un modèle de pensée unique. L'État nous écrase avec la réglementation. Vous imaginez, on a des mises à l'abri pour des femmes avec des enfants de moins de 3 ans sans mari. Après, on a des mises à l'abri pour des usagers de drogue. Après, on a des mises à l'abri pour les femmes victimes de... il faut arrêter, quoi. À l'auberge marseillaise, on voulait nous imposer les femmes victimes de violences. On leur a dit déjà, c'est une auberge, donc à sécuriser, c'est n'importe quoi. Une auberge, elle est ouverte. On ne va pas mettre un bunker dedans. Et on a dit, c'est des femmes vulnérables, point, quoi. Et les femmes vulnérables, c'est des femmes qui sont
à la rue, sans toit sur la tête, avec ou pas des enfants. Et ça suffit déjà. Et je pense que c'est ça il faut réhumaniser un peu ça. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire le plaidoyer après. Parce que du coup, quand les gens viennent voir le lieu et les lieux ils sont ouverts, et vous êtes invité à Marseille, bah, les gens ils se font leur propre opinion. Hein. C'est pas moi qui raconte. Hein. Vous venez voir, vous venez manger à l'auberge, et après vous discutez avec les gens, et les gens ils sont des gens. Alors des moments ils sont contents, pas contents, mais tout va bien. Et eux-mêmes, maintenant les femmes de l'auberge défendent l'auberge. Et pourtant l'auberge c'est une auberge marseillaise. Les chambres elles sont pourries, elles sont toutes petites quoi. Mais ça vient dire un truc, c'est qu'aujourd'hui c'est un autre sujet, mais la rupture à l'isolement, la souffrance en santé mentale, la grande précarité dont on parlait, la crise, vous l'avez connue aussi dans votre entourage. Les gens n'en peuvent plus d'être isolés, d'être simplement des consommateurs, quoi. Donc il faut refaire ça. C'est encore ça où je parle de l'expérience collective. Et je finirai juste là-dessus. L'expérience collective, il ne faut pas se tromper. Les élus sont aussi parfois à intégrer dans l'expérience collective. Nous, on a une approche. Moi, en tant que mon métier à un moment d'éducateur, je vous avoue que j'utilise toutes mes techniques avec les collectivités pour les considérer comme des personnes qui ont besoin d'aide, en fait. Et c'est intéressant. Mais considérez-les comme des personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Ils souffrent, ils ne savent pas comment répondre à un problème. Et du coup, ça change les rapports et ça peut être très intéressant de percevoir une... Enfin, ouais, nous, on aide la ville de Marseille, quoi. On aide la dette, hein, on vient les voir. Alors, ils apprécient pas toujours, mais c'est une posture qui est intéressante à avoir, en fait. Voilà. Et donc tu parlais de la polyphonie à avoir, que je vous propose de mettre en pratique tout de suite, puisqu'on va passer aux questions. Si vous avez des questions, on peut faire passer des micros. Ah. Merci. Et je voulais savoir si c'était possible de revenir sur un peu plus concrètement comment c'est possible d'ouvrir et de faire tenir les squats comme vous le faites. Enfin, moi, je viens de Grenoble et le contexte local fait que c'est impossible d'ouvrir des squats. Tous les squats se font expulser, malgré le fait que le maire il prenne position en public en disant « moi, je suis pour la réquisition des logements vides », mais en fait, dès qu'il y a un squat qui ouvre, il l'expulse. Et plus encore avec le contexte national, la loi Claes-Barian, la criminalisation des squatteurs et tout. Et du coup, je trouve ça assez ouf ce que vous arrivez à faire. Et je voulais savoir c'était quoi à la fois les voies légales, mais sans forcément se soumettre et se retrouver, être obligé de payer un loyer qui fait qu'au final, on n'arrive pas à tenir le lieu, tout ça. Enfin, voilà. Alors, rapidement, déjà, on n'ouvre pas de squat, en fait. C'est toujours des copains qui s'occupent de ça. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient soutenir et défendre. Et c'est là où on s'est positionné, tu vois, parce que sinon, pénalement, c'était difficile d'être une asso qui vous desquatte. Et voilà. Donc c'est là le métier qu'on a inventé, c'est de la sécurisation, tu vois. Et donc, le squat, il y a le squat subi, le squat politique, le squat sous emprise. Enfin, tu vois, pour nous, c'est un terme... on parle plutôt d'habitat par nécessité, tu vois. Donc, c'est plein de formes différentes. Donc, en gros, c'est déjà redire que c'est le choix des gens. Donc nous, on se positionne sur le principe d'invitation, on vient soutenir, mais on vient défendre. On vient lutter contre une expulsion pour un arrêté de péril. Quand on sécurise l'électricité, on évite un incendie, mais on évite une expulsion aussi, en fait. Tu vois, et c'est comme ça qu'on travaille. Et après, l'autre partie pour avoir des lieux, en fait, on s'est mis sur l'occupation temporaire, la vacance immobilière, et on a fait deux choses. On a mis la pression à la ville de Marseille en disant, vous vous rendez compte que vous avez des sociétés privées de sécurisation par l'occupation, que vous payez pour occuper des lieux, alors que vous cherchez des lieux pour mettre à l'abri des gens ou avoir des projets d'éducation populaire. Et donc, on a demandé l'agrément de la sécurisation par l'occupation, l'article 28 de la loi Elan. On fait partie des associations en France et on a utilisé un outil qu'on dénonçait en disant nous, on va le faire mieux que les autres. Ce que je vous disais, on va aider les gens à changer un peu. Mais voilà, au moins, c'est concret. On a un agrément, depuis 2 ans, il est renouvelé, 3 ans maintenant, et on fait partie des gens qui peuvent faire de la sécurisation par l'occupation de bâtiments vides, de bureaux. Mais nous, on a dit, on va aller un peu plus loin. C'est le lexique est politique. Hein. Donc, on parlait de beau, d'esthétisme, c'est politique, mais les mots sont politiques. Et on a changé le langage. Nous, on ne parle pas de sécurisation par l'occupation. On parle de valorisation du patrimoine. Valorisation du patrimoine avec des projets solidaires. Et pour ma grand-mère, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que là, tu valorises la vieille école des filles où j'étais quand j'étais petit. Tu la refais avec les gars, c'est super beau. Vous avez fait un beau travail.
Je dis ça, mais sans aucune ironie, elle vient nous aider. Et on a 4 principes fondateurs pour les lieux à occuper quand on y arrive à y accéder. Déjà, on paye un loyer, simplement parce que du coup, sinon, il faudrait que ça passe, quand c'est du patrimoine public, à des accords un peu compliqués, la gratuité. Donc on considère qu'on paye un loyer, qui est un loyer indexé, qui n'est pas très cher. Hein. Mais ça nous évite des problèmes politiques et de ne pas être instrumentalisé aussi. Ça, c'est un truc qu'on a repéré. Donc on paye toujours un loyer d'occupation, un bail précaire. Ce n'est pas toujours à notre avantage d'ailleurs. Et après, les 4 piliers qu'on défend, c'est-à-dire qu'il y a toujours un chez-soi sacralisé, intime, un espace avec une clé qui appartient à la personne. Ça, on n'a pas le droit d'y rentrer. Enfin, on peut y rentrer sur invitation, mais c'est à elle. C'est psychique et physique. Ensuite, on a les lieux communs négociés avec les résidents et la ville. C'est la ville, avec les résidents et l'équipe. Donc c'est l'agora, comment on mange, qu'est-ce qu'on fait. Donc ces espaces, ils sont toujours négociés, les règles on les définit ensemble et on construit ensemble. Et le 3e pilier, c'est qu'après, on est toujours dans laisser des mètres carrés disponibles. Il faut toujours qu'il y ait des mètres carrés disponibles pour les voisins, pour les riverains, et de dire qu'est-ce qu'on va faire de ça ensemble. Mais là, c'est concret. C'est pas il faudrait faire la participation avec les voisins. Non, on a vraiment des mètres carrés, le club des boulis, j'en sais rien. Et on les offre, en fait. Et c'est là où ça remet du pouvoir et du partage du pouvoir. C'est que les gens, ils viennent et ça collabore et on échange. Et le 4e pilier, mais ça, vous le connaissez, c'est faire la fête et des événements. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que ce soit ouvert et il faut qu'il se passe des choses, il faut accueillir. Et moi, je reviens sur la question comment faire les règles. On utilise souvent le fait d'accueillir les riverains, d'accueillir les assos dans les lieux de vie qu'on a, parce que quand les personnes accueillies accueillent, ça produit quelque chose d'assez intéressant, ça crée toujours une dynamique qui les mobilise en fait pour décaler parfois un quotidien un peu morbide, pour être en situation de dignité. Et ça, vraiment, on le sous-estime. On n'est pas obligé toujours de faire des grands événements. Et je ne dis pas ça pour cet événement-là qui est très bien, mais juste des moments à accueillir l'école, concrètement, nous, on fait une guinguette avec un spectacle, on se fait un peu de sous en vendant de la bière, enfin voilà. Refaire des choses simples, avec ces 4 piliers et ces événements-là, ça fait qu'on fait des implantations de lieux qui accueillent des SDF, des réfugiés, des prostituées, des usagers de drogue. Et on n'a pas une levée de bouclier, en fait, aussi des riverains. Et la grosse victoire qu'on a à Marseille, c'est qu'on a l'auberge marseillaise et chez Jeanne. C'est 2 lieux qui sont dans les quartiers riches de Marseille. L'auberge, elle est dans le 8e, à côté de la plage. Et chez Jeanne, on a vue sur la mer et les calanques. Donc, du coup, c'est quand même aussi une victoire. Alors, soutenue par les élus locaux, souvent on les oublie aussi. Quand je vous disais, il faut les aider à trouver des solutions. Parfois, on travaille à amener la solution pour qu'elle soit instrumentalisée par un politique. Hein. Mais si elle a un intérêt pour les personnes dont nous, on connaît la réalité et qui n'accèdent à rien ou à des choses mal, pour moi, c'est des victoires. C'est ça. Et c'est comme ça, je pense, qu'on fait de la transformation sociale et on essaye d'inclure l'idée de justice sociale. Parce qu'on crée un dialogue et on peut discuter. Voilà. Bonjour. S'il vous plaît, vous nous avez dit ici à Marseille, vous donnez la priorité aux sans-abri, à ceux qui sont à côté. C'est très très bien de les faire comme prioritaire à Marseille, mais j'aimerais aussi savoir, et ceux qui sont à distance, comment vous comptez les gérer en tant que sans-abri. Je vous remercie. Ouais. Alors en fait, il y a plusieurs étapes dans nos projets. Déjà, quand on crée le lieu de vie, c'est aussi une étape. Le faire vivre, commencer à avoir des gens. Et après, quand on arrive à capter l'argent de l'État, on doit jouer avec les règles de l'État aussi. Et donc du coup, après, ça passe par le 115. Mais c'est juste qu'on négocie les règles du 115 sur comment venir dans nos lieux. Donc pour toute personne qui ferait une demande via le 115, si nous on a une place, potentiellement, la personne pourrait arriver dans un de nos lieux. Voilà. Deuxième truc que je précise, dans nos lieux, on n'a pas que des gens sans abri. On aime bien la mixité aussi. Il arrive qu'on ait aussi des étudiants. On a aussi des hôtes, soit des travailleurs pairs, soit parfois des étudiants qui vivent sur place et qui font le petit déjeuner ou qui nous aident à éviter d'avoir des veilleurs de nuit, parfois aussi, j'allais dire militariser, c'est un mot un peu maladroit, mais sécuriser avec de la violence. On est plutôt sur de l'occupation. Voilà. Roberto, comment vois-tu la montée de l'extrême droite dans ce que vous faites ?
C'est pour ça que j'accepte des invitations comme aujourd'hui, pour qu'on puisse s'associer, pour penser les choses, parce que je suis inquiet comme tout le monde. On n'a pas trouvé de voie alternative pour l'instant. Là, à Marseille, on a un nouveau préfet, c'est Leclerc qui vient d'arriver, préfet de région, préfet de police, qui refait des évaluations de squat qu'on avait stabilisées pendant 5 ans. Non, on est inquiet. Et alors, du coup, face à ça, on mobilise 2 choses. Alors, c'est paradoxal, mais c'est comme l'article 28. Hein. On récupère les outils du capitalisme. C'est-à-dire qu'on essaye de monter des foncières, là, pour acheter. Parce que si on ne peut pas sacraliser, les règles, elles vont s'imposer à nous, là. Et les règles, elles s'imposent à nous avec quelque chose qui agace l'État. Toutes les coopérations d'acteurs dont je vous parle, là, maintenant, elles sont financées par l'État comme hébergement d'urgence. Et ben, l'État essaye de nous rediviser pour avoir un dialogue individuel avec chacun d'entre nous. Parce que quand ils nous voient arriver en réunion et qu'on est 9, et qu'on a 9 sources d'informations sur la tarification, sur les lois, on a nos réseaux. Donc il y a 9 réseaux qui arrivent dans la négociation. On leur a mis la pression. Ben, maintenant, on subit le retour, là, et ils essayent de nous rediviser, de revenir à une logique très, avec le budget actuel, hein, moins de 30% des subventions, tout le monde a la pression, en fait. Voilà. Et donc, non, je ne sais pas. Par contre, ouais, plus on sera nombreux, plus on vient ensemble. Après, la réalité, c'est que comme il y a une précarité des subventions, c'est là où on compte les copains aussi. Hein. Et d'ailleurs, on me demande souvent aussi, je réponds à ça, mais comment vous vous choisissez, en fait ? Pourquoi, moi, tu n'es pas venu me voir, en fait ? Et pourquoi tu ne m'as pas demandé de venir dans ton consortium ou dans ton projet ? Et moi, je reviens à ce que je vous disais, local, global. Moi, je ne demande qu'à des gens que je connais, avec qui j'ai travaillé. Tu vois, on ne se connaît pas, il faut qu'on fasse des trucs ensemble avant, tu vois. On ne va pas s'embarquer comme ça sur une idée, ou alors il faut qu'on ait pu tester des choses ensemble. Ça, c'est ce qui manque le plus en ce moment-là, avec la baisse des budgets. Tout le monde répond. Un appel à projet, là, le dernier appel à projet, je ne sais plus lequel, pour 200 000 €. Je crois qu'il y a eu 160 demandes de dossiers et des assos, 15 sélectionnés. Il va y en avoir 3 qui vont avoir l'argent. Et déjà, dans les 3, a priori, ce que je sais, c'est qu'il y en a une qui demande déjà 100 000 €. Et c'est pour toute la région PACA. Donc, tu vois, il y a un moment, il va falloir qu'on crée la richesse autrement. Et là, je reviens à la création de richesse et à la valeur. Nous, ce qui nous travaille, on reprend le principe de dire peut-être que l'argent, ça permet d'acheter, de sacraliser. Okay. Vous avez une puissance là-dessus, Emmaüs, quand même. Hein. Vous avez des lieux sacralisés. Vous êtes, ce qu'on dit sur l'accueil des exilés, vous êtes le rivage, quoi. Enfin, il y a un moment, c'est ça. Créer le rivage, c'est l'accueil et pouvoir protéger. Mais après, il va falloir qu'on aille dans d'autres endroits qu'on n'a pas imaginés, parce que du coup, ça ne peut pas être que ça, quoi. On ne va pas y arriver. Et les règles s'imposent à nous, et les règles policières s'imposent à nous. Et le travail social est en train de mourir de l'absence de politique. Et je ne parle pas de politique partisane. Je parle de politique d'action sur la cité. Moi, je vois des jeunes éducs, c'est des techniciens, c'est insupportable. J'ai des directeurs d'établissement, maintenant, ils s'appellent gestionnaires. Moi, je parle avec des gestionnaires d'établissement qui font une régularisation sur l'économie. Ok, pas de problème, on peut être rationnel, mais où est l'humain là-dedans ? Ah, il n'y a plus d'humain là, hein. C'est fini. Hein. Oui, moi je voudrais revenir quand même sur certains concepts que vous avez développés dans votre plaidoyer tout à l'heure. Vous parlez souvent, beaucoup de transformation sociale, et après on entend parler de justice sociale. Nous, au niveau d'Emmaüs, je crois que c'est plusieurs concepts on travaille sur ces concepts. Et en même temps, vous allez parler des sachants et des personnes impliquées. Mais comment vous faites dans cet univers pour que vraiment on arrive aux solutions dont on a besoin ? Transformation sociale, justice sociale, sachant, personnes impliquées. Dites-nous un peu. Alors, déjà, je ne suis pas tout seul, on est nombreux à penser, heureusement. Mais en fait, on a un parcours, mes collègues et moi, je vous disais, on vient de la réduction des risques, où les questions de justice sociale étaient déjà très fortes, la lutte contre le VIH. Qu'est-ce qu'on a appris en réduction des risques ? Ça a été la lutte aussi face au pouvoir médical. Donc moi, depuis les années 2000, le médecin n'a pas tous les pouvoirs. Tu vois ? Le patient a des droits et le patient a une expérience de traitement qui fait qu'il va revendiquer quelque chose. Donc ça, c'est une lutte. Voilà. Je redécouvre ça en santé mentale. Les gens subissent la psychiatrie. Ils sont vus comme des diagnostics à poser et on les enferme. Et à un moment, on a rééquilibré les pouvoirs en disant non, il faut que les gens ils puissent s'exprimer. Et il faut que les gens puissent faire leurs propres expériences. Et oui, le médecin n'est pas tout puissant. Il faut négocier. C'est l'alliance thérapeutique. Tu vois, on a beaucoup travaillé là-dessus.
Et ça, c'est arrivé aujourd'hui, tu vois, sur la question de la rue. On essaye de faire la même chose avec la question de la rue, de renégocier que le pouvoir, c'est rendre visibles les gens et que les gens s'expriment pour leurs droits. Et que si on ne leur donne pas accès, s'il n'y a pas des lieux, tu vois, pour pouvoir le penser, bon, ça ne marchera pas. Donc on crée ces lieux d'alternatives. Et la transformation sociale, bah, c'est un peu le parti pris qu'on a. Il faut des lieux de vie où le règlement intérieur est très tolérant, où le pouvoir est partagé, mais concrètement, il faut que les gens ils sachent combien moi je suis payé, combien ça coûte. Mais ça, c'est pas dans nos habitudes, mais il faut le faire vraiment. Et là, tu peux réguler déjà un peu ce côté transformation sociale, tu vois. Et après, il faut impliquer les politiques. C'est-à-dire qu'en gros, les politiques, il faut qu'ils viennent visiter, il faut qu'on leur dise, ben, tu vas en faire d'autres, qu'est-ce que tu penses de ça? Et c'est ça qui fait qu'à un moment, il y a une petite mécanique qui peut se mettre en place. Mais ça ne marche pas systématiquement. Il faut faire deux choses, l'opportunité et la situation de crise. Si tu crois, parce qu'on pense que c'est bien qu'on va arriver à le faire, moi je peux te dire que pour votre 30 ans de carrière, ça ne marche pas comme ça. Par contre, dès qu'il y a une crise, il y a une opportunité. Et donc c'est là où ensemble, il faut pouvoir être réactif. On ne peut pas penser hors sol aujourd'hui, je pense. C'est trop complexe. Par contre, voilà, la crise au kiosque, il y a quelque chose de possible pour le soutien des jeunes MNA. Et on a mobilisé MSF, il y a un médecin du monde, tu vois. Il y a des élus, les journalistes sont passés, les jeunes, ils parlent de leurs propres droits. Bon, bah là, on y est sur le concept de justice sociale, tu vois. On a été inspirés sur la santé mentale par Alinsky, tu vois, les méthodes américaines d'animateurs politiques dans le pouvoir d'agir. Les gens définissent un besoin, un problème ensemble commun, tu vois, et on y va et on pose la question, et on pose la question, et on pose la question, et on lâche pas et on fait des propositions. Et on reprend un peu de lutte ensemble, politique, sur la dignité, l'accès aux droits. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on se dépatouille de ça. Voilà. Et on se trompe aussi. Ça, vraiment. Merci beaucoup. Je pense qu'on a peut-être le temps pour une dernière question, si quelqu'un veut poser une question. La musique donne un côté très dramatique. Oui, merci beaucoup pour cette intervention qui est vraiment... je suis là. Qui est vraiment très intéressante. Moi, je voudrais revenir à un niveau un peu micro. Tu disais que l'horizontalité, c'était un concept, que toi, tu avais du pouvoir. Et très concrètement, est-ce que tu peux expliquer, je me permets de te tutoyer, est-ce que tu peux expliquer comment vous fabriquez des règles ? Comment vous faites pour à la fois prendre en compte le fait que tu as du pouvoir et quand est-ce que, par exemple, tu tapes du poing sur la table en disant « ça, c'est pas possible ». Enfin, est-ce qu'il y a des moments où tu fais ça, etc. Alors, dans les lieux, il faut bien comprendre que les lieux de vie qu'on monte, il y a souvent plusieurs acteurs qui ont le même pouvoir. Donc on a, on va dire, un troisième cercle, les dirigeants, un deuxième cercle, les coordinateurs du lieu de vie, et un premier cercle, les personnes concernées avec l'équipe, tu vois. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on pose, nous, des sujets qui sont des sujets incontournables, en disant, bah, il va falloir savoir comment on rentre, comment on sort, comment on mange. Enfin, en gros, c'est un peu vous voyez la pyramide de Maslow, les besoins primaires, quoi. D'abord, on commence par ça. Et après, le sentiment de sécurité. Et après, à quel moment on peut élaborer. Donc, on définit à quel moment on se rencontre pour le faire. Et en fonction des lieux, parfois, il y en a, ils ont une réunion par semaine d'habitants. Et d'autres, c'est une toutes les 2 semaines ou une grande réunion d'agora à l'auberge parce qu'ils sont nombreux. Et après, on travaille ça. Pourquoi on perd ce temps, tu vois ? Parce que c'est plus facile d'imposer un truc. Hein. Parce qu'on a beaucoup analysé tous les règlements intérieurs des établissements. Moi, j'ai travaillé en CHRS, en foyer. Hein, et vous me donnez un règlement intérieur et je vous dis tout ce qui déconne à un moment et je peux vous expliquer où il va y avoir des comportements violents, juste en lisant un règlement intérieur. Vous savez, il y avait Mathieu Fiolaine de Bibendum, RDR Alcool, c'est avec Mathieu que c'est créé à partir d'HS. Sur le premier lieu, mon ancienne association, on a accueilli l'alcool en 2000 et quelques. 2008, voilà. Donc en gros, qu'est-ce que ça dit ? Un règlement, il se construit avec les gens. Si l'alcool est autorisé, c'est comment on boit. L'usage de drogue est autorisé, c'est comment je consomme. Et après, on a un autre devoir, c'est de dire, maintenant, on va se former un peu. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je ne suis pas... Nouvelle Aube spécialisée sur l'usage de drogue, quand on a des pratiques à risque qui sont quand même violentes pour les personnes et qui peuvent... il peut y avoir des OD quand même. C'est une situation de crise. Ça active en fait Nouvelle Aube, l'association, qui vient en renfort sur l'individu et le collectif pour travailler des bonnes pratiques, pour rassurer et pour apprendre. Et il y a une sorte de... C'est une théorie, mais il faut la mettre en pratique. C'est une situation de crise, c'est aussi une occasion d'apprendre quelque chose. Mais après, il faut avoir le temps pour le faire. Et de temps en temps, on y arrive, de temps en temps, on n'y arrive pas. Enfin, voilà, on est honnête, hein, des moments. C'est pour ça que je vous parlais de la disputation. C'est que d'abord, ça passe, ça crie, ça ne se passe pas toujours calmement.
mais c'est quelqu'un qui nous avait fait la remarque au tout début du lieu de répit. On avait 15 bénévoles surveillant de la psychiatrie avec des troubles. Moi qui étais le seul salarié, et on avait l'obligation de faire de la sociocratie. C'était un peu chaud. ouais, mais quelqu'un d'extérieur nous avait dit ça, et c'est là où on a pris conscience de ce qu'on vivait ensemble. Il disait, ce qui est génial avec vous, c'est que j'ai vu tout le monde se disputer. Ils ont vraiment failli se mettre sur la gueule, mais il n'y a personne qui est parti. En gros, il n'y a personne qui allait discuter dans le couloir. Il n'y a personne qui... Vous savez, comme les professionnels du travail social vont faire. On a une réunion, il n'y a personne qui parle, puis après, ils vont tous rediscuter dans le couloir de ce qu'il aurait fallu faire. C'est génial, ça. C'est aussi les analyses avec les psychos, des moments sur... tout le monde dit ce qu'il pense de la personne qui est, je sais pas, suicidaire et tout. Puis au moment où vient la question de la solution, alors on fait quoi? Vous avez un grand silence. Bon, bah voilà, on s'est rendu compte que c'était vivant quand même, ça, la dispute. Et puis que ça exprimait aussi... c'est intéressant de le lire comme un vrai désir des gens de faire, quoi. C'est-à-dire, s'ils se disputent, c'est qu'ils ont envie d'exister. Le pire, c'est quand même la disparition, c'est ce que dit Furtos, l'atomisation, la chosification. Souvent, quand on commence à travailler avec des grands précaires, il y a les voisins, des solidaires qui viennent, on fait des chantiers, des trucs, hein, et puis ils essayent d'avoir une relation d'aide, ok, et puis d'un coup, ils se font agresser. Alors, agresser, c'est va te faire foutre, ou tu me parles pas, et puis ils sont un peu choqués. Et après, c'est là où apprendre, c'est quoi? En fait, on prend le temps d'expliquer. En fait, tu sais, quand il y a un mec qui vient dans un endroit de protection, il sort de la survie, il se dégèle un peu, pour avoir des mots simples, et forcément, il y a le monstre qui ressort un petit peu, puis surtout, c'est insupportable pour lui. C'est insupportable de créer une nouvelle relation sans savoir où il va, et il faut être tolérant à cet endroit-là. Et il faut voir cette violence comme étant plutôt comment on travaille la souffrance, et pas la sanction. Souvent, les équipes vous demandent une sanction à cet endroit-là, par exemple. Il a pris un couteau, il a voulu me tuer. Parfois, il a pris un couteau parce qu'il est terrorisé, en fait. Et après, bon, voilà. Pardon, je fais un peu de clinique d'un coup, là. Merci beaucoup. Je pense que c'était super intéressant d'avoir ton approche du médical aussi vers le social, sur le soin. Je pense que c'était trop intéressant. Merci beaucoup.